Bonjour, je suis Mayolek et j'ai un pansement au doigt. J'espère que ça se verra pas trop. On va parler de séries. Ça faisait un moment qu'on n'a pas fait de série top pour cause ça prend beaucoup plus de temps à monter que les autres vidéotypes de cette tranche-là. Et je pense que je vais vraiment ralentir la cadence à ce niveau-là. Je m'excuse par avance. Néanmoins, ça me paraissait important quand même de parler de deux, trois autres séries qui méritaient d'être signalées dans ce format-là. Et la plus évidente, c'était BoJack Horseman. C'est une série adulte, c'est clair, qui traite de thèmes matures comme le sexe, la drogue, etc. Et qui le met dans un cadre intéressant avec malheureusement quelques poncifs de ce type de série animée adulte que je trouve de plus en plus galvaudé, si j'ose dire, mais à côté quelque chose de très fort dans la mise en place, le cadre qu'on a instauré. Il y a quelque chose de très puissant dans l'histoire de cette ex-star du petit écran, étonnamment riche quand on sait que c'est une star d'une seule œuvre à la base. Faut croire que c'était un peu comme Friends, le cachet était ultra élevé pour chaque acteur à chaque épisode, rien que ça lui faisait un beau petit cachet. Donc, il se retrouve dans cette situation de showbiz où il veut un petit peu se remettre sur le devant de la scène, avec toutes les manigances qui vont avec, traitées de façon un petit peu exagérée sous le ton de la comédie, on en reparlera un petit peu de ça, et ça va surtout être le cadre pour instaurer la psychologie de ce personnage et de ses proches. On a vraiment 5 persos principaux, ou 6 si je compte mal, qu'on va suivre en détail tout du long de ces 6 saisons, et leur suivi psychologique, notamment celui de BoJack, qui est vraiment très intéressant, très profond, et qui vous touche à un degré assez particulier, parce qu'on n'a pas affaire à quelqu'un de tout doux, tout gentil. C'est quelqu'un qui a été un petit peu marqué par sa vie pas super joyeuse et les délires du Star System qui ont aidé à le pourrir un petit peu plus. Et on voit cette dépression chronique qui s'installe chez lui alors qu'il essaye un petit peu d'avancer mais en reculant régulièrement, et le drame qu'on crée autour de ça est, je trouve, fascinant à suivre. Il y a des moments qui sont énormes et c'est un peu ce que je veux appuyer avant de commencer. Il y a 6 saisons que je vais pas des masses faut résumer, je vais juste dire rapidement la base, quoi. La première saison, c'est vraiment sa rencontre avec Diane, le second personnage principal, j'ai envie de dire. Très intéressant, je pense que c'est mon second personnage préféré après BoJack. Et comment elle s'apprête à adapter sa vie en livre et comment il va l'accepter ou pas. Ça va être la découverte des personnages en gros. Les saisons 2 et 3, ça va être un petit peu sa tentative de retour sur les devants de la scène avec la création d'un film et la promotion. La première partie, c'est la création du film sur les origines d'une de ses idoles, et la seconde partie, c'est comment on le promeut et comment ça se termine. C'est plus ou moins ça. Et oui, je résume grossièrement, évidemment, il y a beaucoup de trucs qui se passent, hein, on fait évoluer les personnages différemment, évidemment. Dans la saison 4, du point de vue du showbiz, il va être assez en retrait, et ça va se centrer un peu sur Monsieur Peanut Butter, son rival, entre guillemets, et sa campagne pour la mairie. Je vais en parler un petit peu de ça dans la liste des meilleurs et des pires. Et oui, on va quand même se centrer pas mal sur BoJack et sa relation avec sa fille, semble-t-il, cachée, qu'il vient de retrouver. Le fait que je le dise comme ça, c'est clair et net que c'est plus sa fille. Excusez-moi, de toute façon, je le dis clairement depuis le début, c'est clairement spoilé, et vous allez avoir beaucoup d'éléments qui vous seront révélés. Si vous voulez découvrir la série par vous-même, hein, une fois de plus, hein, faites-le avant de voir cette vidéo. La saison 5, ça va être un nouveau retour possible avec une série qui sera instaurée, et donc une nouvelle relation. Ça arrête pas d'enchaîner les relations, et comment ça va se terminer là aussi. Et la saison 6, ça va être un petit peu la désintox.
On va enfin partir sur la désintox du personnage et comment il va essayer de se ressaisir et comment il va y parvenir ou pas avec toutes les casseroles qu'il se traîne depuis les saisons précédentes. Chaque saison est intéressante dans le développement du personnage central. Pour les autres, ça dépend des saisons, je trouve, mais il y a quelque chose de très intéressant dans cette évolution psychologique qui ne va pas que dans un sens. Des fois, il y a vraiment des moments de victoire, des moments où ça s'améliore, des moments où on se dit ça va mieux aller, et des fois où ça retombe, ça se passe pas bien, c'est assez dysfonctionnel, et ouais, il y a des bas qui sont particulièrement bas. Et je vais le dire clairement, les moments où cette série est le plus efficace, c'est de loin lorsqu'elle s'est appuyée la détresse psychologique des personnages, en particulier de BoJack, qui m'a touché à tellement de moments. Et pour une série qui est quand même voulue humoristique majoritairement, je trouve que c'est dans son drame, sa tragédie, que ça apporte, que ça s'est tapé le plus juste, dans des moments qui sont assez inégalés pour moi. Il y a des poncifs du genre dessin animé pour adultes qui me gavent un petit peu, qui sont présents de façon un tout petit peu notable dans cette série, et on va en parler un petit peu plus en détail lorsqu'on va faire la liste, et on va pas passer plus de temps là-dessus. J'invite à suivre mon top et mon flop des épisodes, en commençant par le flop 5. Ce qui est assez marrant avec ça, c'est que chaque saison a son épisode un petit peu lourd. Son épisode qui me fait dire pourquoi ça servait à rien, votre message de fond n'est pas tellement un message de fond, tellement nous balancer en pleine gueule, c'est grossier dans l'humour, et ça rabaisse un peu les personnages et votre univers si vous allez à ce point dans la parodie. Parce que je veux bien que vous fassiez de la satire, mais quand c'est de la parodie ultra grasse, et c'est un peu ce que j'ai ressenti dans pas mal de ces épisodes. Il y a toujours cet épisode de saison qui fait que voilà, je sors un peu du truc. Et donc, étant donné qu'on a 6 saisons, ça veut dire qu'il y en a un qui va être en mention honorable, que je vais dire tout de suite. C'est celui de la saison 5, c'est l'épisode 4, BoJack féministe. BoJack a une réaction accidentelle à la nomination de quelqu'un parce que de base c'est censé être un connard sexiste. Et donc on croit que c'est une figure féministe et on en fait trop des caisses, et au bout du compte c'est juste une façon de dire le message féministe, faut pas le galvauder, faut que ce soit sincère, blablabla. On a compris. On a compris le principe, vous faites durer la blague pendant tout l'épisode. BoJack est insupportable à cet égard-là, et ça n'apporte absolument rien à son développement personnel. C'est juste pour appuyer comment se sent Diane, comment se sent BoJack par rapport à cette situation. BoJack qui n'en a rien à foutre, et ok, on a compris, la blague aurait pu durer 3 minutes et on serait passé à autre chose, mais tout un épisode. Après voilà, c'est passable. Dira-t-on que c'est le moins pire du lot, parce que on va commencer tout de suite par le numéro 5, l'histoire de BoJack, chapitre 1. L'épisode 1 de la saison 1, le tout premier épisode, c'est pas le plus fameux, c'est pas la meilleure première impression qui soit. En dehors du fait d'introduire les personnages et un petit peu leur dynamique, la rencontre entre BoJack et Diane est intéressante à cet égard, il y a rien dans le ton et la façon dont on met en scène le récit qui renvoie quelque chose de particulièrement lourd. En fait, ça essaye, ce premier épisode, d'être une sorte de Griffin bis. La façon dont on incruste certaines blagues, c'est trop à la Griffin, c'est limite du repompage, c'était assez gros ça. Et ouais, certaines blagues un peu dégueu faciles, des tonnes de moments un petit peu lourds, et si ce n'est pour le fait qu'on introduit la plupart de ces personnages importants. Vraiment, dans cet épisode on a BoJack, on a Todd, on a Tia, on a Mr. Peanut Butter, on a Princesse Caroline, je comprendrai jamais pourquoi elle a ce nom-là. On a ces 5 protagonistes établis et relativement efficacement, mais au-delà du fait d'introduire correctement vos 5 persos principaux, ben vous racontez pas grand-chose en fait. Et vous le racontez pas bien surtout. C'est ça qui est dommageable.
et ça donnait l'impression, ce premier épisode, qu'on n'allait pas avoir quelque chose de très poussé. Heureusement, et je tiens à appuyer un tout petit peu ça, l'épisode 2 m'a donné un petit peu plus confiance. L'épisode 2 fait pas partie de mes préférés, mais je tiens quand même à faire une micro-mention honorable tout de suite. L'épisode 2 a su un petit peu mieux passer la relation entre Bojack et Diane. C'était beaucoup plus intéressant, on a passé plus de temps là-dessus. Et la problématique, même si elle n'était pas très fine, je l'ai trouvée assez osée. Ça taclait un sujet en étant suffisamment nuancé pour pas dire que tout un côté a tort, tout un côté a raison. Et c'était plutôt intéressant. Et ça m'a donné plus confiance en la série après cet épisode 2. Mais je vous cache pas l'épisode 1. Beaucoup moins, beaucoup moins. Numéro 4, Tchak Tchak Pan Pan. Pour chercher ce titre comme cet épisode, j'ai envie de dire, cet épisode sera centré sur une thématique, il y a beaucoup de thématiques morales assez évidentes, c'est l'avortement. Droit à l'avortement ou pas, et je trouve que vous l'illustrez de la façon la plus grossière qui soit. On a cette espèce de chanteuse vulgaire, parce que c'est exactement ce que c'est, une jeune chanteuse vulgaire sous forme de dauphine, là, mais bon, c'est une chanteuse vulgaire typique. Et alors, on essaye de faire passer la considération du fait d'être enceinte et comment ça doit être traité. Est-ce que se faire avorter c'est une chose acceptable ou pas? Et la façon dont on traite le message est juste grossier. Vous prenez pas de position, vous dites même pas hey, c'est grave de faire ci ou ça, c'est juste on profite du système en n'en ayant rien à foutre de ce que ça signifie autour d'un personnage qui est en toute sincérité assez insupportable. Hein. Cette chanteuse dauphin qu'on ne voit que dans cet épisode, et c'est tant mieux, est saoulante. C'est bien beau d'avoir un caractère un peu pétasse sur les bords quand on joue son rôle de chanteuse comme ça, mais c'est juste une grosse cruchasse, insupportable. Et c'est elle qui est au centre de l'histoire, donc ça n'aide pas, ça n'aide vraiment pas. Numéro 3, roule ma poule. Un autre sujet où la morale est évidente sur le traitement des animaux par les grandes entreprises pour la consommation de masse, tout ça. Et plutôt que de faire un truc un petit peu poussé, c'est une poule, mais une poule taille humaine, mais qui n'a aucune personnalité. Histoire de dire que c'est au même niveau que nous ou pas, je sais pas trop. Parce que, je le redis, les animaux humains qu'on a, ils pourraient tout aussi bien être humains qu'animaux, ça ne change rien, quoi. Le fait qu'on ait des chevaux, des dauphins, des oursins, il y a à peu près tous les animaux possibles là, hein. On fait vraiment la liste de tout ce qui est possible. Ça n'apporte que dalle à part une espèce de pseudo-diversité de dessins que je trouve très superflu la plupart du temps. Il y a genre un ou deux moments où c'est un peu géré de façon intéressante. Et ouais, là on essaye de gérer ce rapport de taille pour essayer de mettre cette poule, qui est donc une poule, mais juste de taille humaine, quoi. Sinon c'est une poule, quoi, rien de plus. Et au même niveau, je sais pas. Genre, ça doit être un animal domestique ou... C'est très bizarre. Et bon, voilà, le message est évident, il est tellement évident. Et on va jouer donc sur une poule qui s'est échappée. Et Todd, Diane et une ado chiante, une ado super chiante, qui vont essayer de la cacher pour la sauver. Parce que, contre le lobby, c'est tellement facile et grossier à voir. Et je suis pas contre le message sur le principe, mais... Si c'est comme ça que vous illustrez, c'était plat et ça volait pas plus haut. Et tout ça pour ce qu'à la fin ça apporte que dalle. On essaye un peu de jouer aussi sur la relation entre Bojack et la réalisatrice du film dans lequel il joue. Et en toute sincérité, très mal jonglé. Ça aussi, il est un peu lourd à ce moment-là, Bojack. Vraiment, quand on a un épisode qui part juste sur un gros délire, avec une espèce de message vraiment à appuyer au coup de poing derrière, ça ne passe pas du tout et c'est juste ridicule. Les quiproquos, les espèces de manigances qu'on met en place sont exagérées et c'est juste on en fait des caisses autour d'un sujet, ouais, bravo. Ça sert à quoi votre message? À rien.
Il y a vraiment des gens qui vont être pris par le message derrière, si c'est comme ça que vous le traitez, je sais pas trop. Hein. Surtout pour dire à la fin, hey, on a sauvé une poule, mais ça n'empêche pas qu'on massacre toutes les autres et qu'on continue de bouffer dans ces restos rapides, donc qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça n'apporte rien. Voilà, tout votre épisode, ça servira à que dalle. C'est super, merci. Pour rien. Numéro 2, Mr. Peanut Butter, candidat. Je suis vraiment pas fan de cet arc-là. Bon, techniquement, la saison 4 a 2 arcs. Celui entre Bojack et sa, semble-t-il, fille, et aussi avec sa mère qui joue un rôle là-dedans, et l'arc autour de Mr. Peanut Butter, qui devient candidat à la mairie. Si ça se trouve, c'est même plus que ça, il me semble que c'est candidat à la mairie. Parce que voilà, c'est le commentaire, vous savez que les acteurs peuvent devenir politiciens, et ben on le montre avec ça, et... Voilà, c'est une sorte de manipulation médiatique et tellement grossière. Quand... ça doit être moi qui suis gavé de ce genre de truc, je pense. Mais quand on veut appuyer une sorte de message et que pour le faire, on transforme tout le monde, tous les gens, en règle générale, en débiles profonds, juste pour faire de l'exagération, au bout d'un moment... ça me saoule. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on a. On a cette espèce de match, de début de match, parce qu'on va continuer sur toute la saison, mais cette accroche, elle est nulle à chier, quoi. Cette espèce de délire comme quoi Mr. Peanut Butter, que j'aime bien, dans l'absolu, il est sympathique, il a cet optimisme qui ressort régulièrement, que je trouve très bon. Et plus ça avançait, plus j'ai eu l'impression qu'il ne savait plus trop comment continuer à le mettre en avant sans lui faire mettre les pieds dans le plat en fait. Et je pense que ça a vraiment commencé avec ça. Il se fait manipuler stupidement, il participe à des tonnes de conneries qui le rendent un peu lourd dans ce cas-là, puisque il suit le mouvement bêtement, globalement, en amenant des conflits et des compétitions ridicules pour savoir qui pourrait être le prochain maire, en fait. Et le truc avec ça, c'est que toute cette compétition, tous ces moments un peu ridicules qu'on met en place avec le maire plus sérieux qui est présent, qui suit la connerie parce qu'il n'a pas le choix, parce que tous les gens sont des cons. Et au bout d'un moment, moi à sa place, je dirais ok, vous êtes tous cons, qu'est-ce que j'en ai à foutre, prenez-le, je veux plus m'occuper de vous. Parce que ça a l'air d'être quelqu'un de vraiment sympa. Hein. À chaque fois qu'on le voit, le gars il se met en avant, il participe. C'est juste que voilà, les gens sont cons, ça donne pas très envie de les aider quoi. Mais ouais, c'est pas la connerie à la Camelot où ils sont un peu bêtes, ils comprennent pas, c'est juste. Ils rentrent dans un espèce de délire ridicule où, tiens, une compétition de ski pour décider qui sera le prochain maire, ouais, c'est exactement ça qui est important pour diriger notre ville, évidemment, n'importe quoi. C'est juste histoire de faire, une fois de plus, votre commentaire sur la manipulation médiatique et le sensationnalisme qui va avec, comment on manipule les foules avec ça. Seulement, voilà, quand on en fait des caisses, ça devient beaucoup trop gros pour passer. Et ouais, une fois de plus, je tiens à l'appuyer, c'est pas pour son humour particulièrement que j'ai adoré BoJack Horseman. L'humour passe une bonne partie du temps, mais j'ai pas souvent ri aux éclats devant BoJack Horseman. C'est vraiment son drame qui me touche vraiment et qui a fait que c'est vraiment resté ancré pour moi. Et lorsqu'on a un épisode qui est vraiment centré mais vraiment que sur de la gaudriole exagérée comme ça ne passe pas du tout pour moi. Vraiment, c'est le premier épisode à m'avoir fait un peu détester Mr. Peanut Butter, et c'est, je pense, un crime assez grave parce que j'adorais ce gars dans les 3 premières saisons. C'est à partir de là qu'il va y avoir des épisodes où je vais pas des masses l'apprécier. Bon, on aura un peu poursuivi ça, notamment dans l'épisode 7, qui n'était pas fameux non plus, mais qui passait un petit peu mieux, puisqu'il y avait plus de choses à côté, parce qu'on se centrait vraiment que sur ce conflit-là dans le premier épisode. Hein. C'était assez lourd ça aussi. Ouais, c'est vraiment l'épisode 1 qui a lancé ça qui est le pire. Surtout que oui, à la toute fin de ces compétitions de merde, il n'y a pas de résultat. Au bout du compte, on va poursuivre une vraie campagne électorale, et au bout du compte, ces espèces de défis à la con, ça ne voulait rien dire. Là, c'est super.
Merci pour rien. Et numéro 1, beaucoup de bruit pour rien. Bon, ça va être le moment de lancer quelque chose de polémique. Je ne suis pas fan de Todd. Todd Chavez, le copain de Bojack, celui qui squatte chez lui durant une bonne partie de la série et qui va avoir quelques arcs dont je me foutrai éperdument tout du long. Je veux dire, quand ce qui est censé être le plus émouvant chez lui, c'est le fait qu'il accepte le fait d'être asexuel, je me dis waouh, c'est super pour toi mon vieux. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont asexuels, pas par choix. Hein. Et vraiment, on en fait tellement des caisses avec toutes ces filles qui ont envie de se le taper pour une raison qui m'échappe totalement. Je veux dire, le mec n'est pas du tout attrayant physiquement et mentalement, c'est. Des fois c'est un gamin, des fois c'est un loser, quoi. C'est un mélange entre les deux. Des tonnes d'idées à la con qui marchent jamais, et qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi. Sérieusement. Et ouais, ça va être un épisode majoritairement centré sur lui. Wouh. Lui et Léo 3 avec son père, parce que durant les 5 premières saisons, on n'avait rien à foutre de ses parents, on les a pas du tout mentionnés, mais maintenant, dans la saison 6, on finit par dire hey, il a un paternel et une mère, c'est vrai, c'est incroyable, et ils sont quittés en mauvais termes, mais son père revient le voir parce que voilà, sa mère a un cancer ou je sais plus trop quoi, et elle a besoin d'une greffe de rein. Et donc le plus à même de faire ça, ce serait lui. Et il peut pas donner de rein le père, mais Todd pourrait lui donner son rein, ça serait super. Seulement, vous vous dites, ça va quoi, pour l'instant, c'est pas affreux. On est d'accord, c'est pas affreux. C'est là que ça va commencer à devenir assez irritant pour moi. Parce qu'il y a Todd qui dit, mais je peux pas, j'ai donné mon rein la semaine dernière à la pègre ou je sais plus trop quoi. Je sais même plus quelle raison, en fait, comme ça. C'est pas comme si ça avait été un peu instauré dans un épisode précédent, c'est juste tout d'un coup, j'ai donné mon rein comme ça. Ah, ça tombe mal, hein. Tu serais venu une semaine plus tôt, papa. Mais maintenant, Et donc, c'est l'excuse de merde. C'est une excuse de merde pour les lancer dans une aventure débile où ils vont devoir s'infiltrer dans les locaux de je sais plus trop où pour retrouver le rein qu'il a vendu, Todd. En plus, il n'avait pas particulièrement besoin de fric, merde, bref. Ça va être donc l'excuse pour les faire se rapprocher un peu, mais c'est très mal amené. Et surtout pour balancer un autre de vos petits commentaires sociaux qui, je le redis, sont pas mauvais en soi. Des fois c'est très bon, mais là je le trouvais abusé et insultant sur le principe, sur le fait que on va faire du délit de faciès plus facilement lorsque on a l'air latino que lorsqu'on ne l'a pas l'air. Car le père de Todd, c'est quelqu'un de très BCBG, propre sur lui, mais étant donné que lui, ça se voit qu'il est latino, ben ça passe pas des masses. Voilà, il s'appelle Chavez et ça se voit, et mais Todd, ça se voit pas. Donc quand il essaye un tout petit peu de parler avec un vigile, tout de suite, ah mon dieu, ne parle pas, une espèce de terroriste en devenir, un truc comme ça. Par contre, quand Todd se fait prendre la main dans le sac, devant les conteneurs de reins là juste à côté, qu'il invente une histoire alambiquée qui ne devrait pas marcher une seule seconde face au vigile, le vigile le croit. Pourquoi? Parce qu'il est blanc. Et c'est le message de la fin. Il y a le père de Todd qui lui dit hey, je vois ce que tu as de plus que moi, tu es blanc. Et c'est ça qui lui fait comprendre que son fils vaut quelque chose parce qu'il sait user de sa blanchité pour... T'as rien appris, mec, c'est quoi ce foutage de gueule? Quitte à être polémique, je le dis tout de suite, c'est n'importe quoi. Qu'on soit bien d'accord, oui, il y a un racisme plus prononcé pour certaines ethnies, que ce soit en France, aux États-Unis et ailleurs, évidemment. Hein, j'aimerais bien qu'on fasse des statistiques poussées pour savoir de qui ça vient, de quel milieu, etc., plutôt que de dire ah là là, tout le monde, en règle générale, ce serait cool de faire ça, un truc plus précis là-dessus, mais je suis un peu d'accord là-dessus, mais c'est pas juste une question de quoi tu as l'air, c'est aussi comment tu te présentes. Tu as le look BCBG, tu te comportes bien, tu sais bien t'adresser aux gens, on va pas automatiquement te traiter comme une merde. Vraiment. Et tu es mal rasé, mal fagoté,
tu te comportes pas super bien et tu vas inventer des conneries, on va pas te traiter bien juste parce que tu es blanc. Non. C'est n'importe quoi. C'est ridicule. Tout ça pour faire passer un message, ah là, le privilège blanc sur n'importe quelle circonstance, allez vous faire foutre, sérieusement, allez vous faire foutre. Désolé, hein, super polémique politique, je veux rien à foutre quoi. Tout n'est pas que d'un côté ou que de l'autre, il y a le problème de présentation qui joue. Et je peux vous assurer que vu comment il était présenté son père et vu comment il est présenté Todd, s'il y a bien quelqu'un parmi les deux qu'on soupçonnerait le plus de faire quelque chose de pas bien, ce serait plus Todd. Largement plus Todd que son père. Hein. Et ça, je n'en démordrai pas, quoi que vous en disiez. Mais ouais, c'est le pire épisode parce que c'est surtout centré que sur Todd, avec des conflits mal foutus, des messages qui sont tellement grossiers avec lesquels je suis en désaccord assez profond. Donc ça n'aide pas. Ça n'aide pas, ça n'aide pas. Mais ouais, ça, c'est aussi l'illustration que Todd, pour moi, la plupart du temps, pas tout le temps, lorsque on se centre sur sa relation, notamment avec Bojack, et d'autres relations qu'il a, il apporte quelque chose. Vraiment, il a de bonnes conversations, de bons moments de relation avec Bojack, mais lorsqu'on se centre vraiment sur son histoire personnelle à lui, vraiment, qu'à lui, c'est toujours nul. Et je trouve même qu'il plombe certains trucs dans la saison 5 notamment. Il y a un cas, j'en parle pas parce que c'est pas parmi les pires ou les meilleurs épisodes, mais ça casse un petit peu des épisodes qui auraient pu être mieux que ça. C'est le cas où une série risque de s'arrêter parce que Bojack a fait quelque chose à l'actrice. Je vais pas aller dans le détail, j'en parlerai un petit peu dans pas longtemps ça, mais on décide de noyer le poisson, de dire que c'était du jeu d'acteur et que ça ne s'est pas passé en vrai, histoire de sauver les apparences. Et donc tu te dis, ok, le tournage va poursuivre, la série va continuer. Ce qui va faire en sorte que tout coule, c'est que le PDG aura fait des avances à sa secrétaire ou je sais pas quoi, et donc à cause de ce scandale, ça va tout foutre en l'air. Seulement, c'est quoi le PDG? Le PDG, c'est un sextoy que Todd a inventé et qui a balancé des tonnes de répliques à la con avec donc des tendances très salaces. Et tout le monde a cru que c'était des super conseils de PDG pour reprendre le rôle, tout ça. Et on l'a engagé comme nouveau PDG. Et il est resté 2-3 épisodes pour que, à la fin, cette fin de gag signe la fin de l'arc principal. Parce que les gens étaient débiles et ne voyaient pas que c'était un sextoy, ça. Je suis désolé, c'est con quoi. Certains délires de gags que vous instaurez dans votre série, c'est tellement con. Et je pense sincèrement que s'il n'y avait pas eu autant de conneries, j'aurais pu d'autant plus adorer ce que cette série fait. Parce que je le redis, cette série fait des merveilles lorsqu'il est question de drame, de développement psychologique des personnages. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à appuyer que voilà, ça mérite sur certains points des niveaux assez élevés, cette série, mais ça m'émerveille, ça me touche profondément sur tout autant de points, voire plus, et ça compense largement ce problème-là, et on va en parler tout de suite dans le top 10. Alors, il y a pas mal d'épisodes qui m'ont touché, certains qui sont assez évidents, qui je pense auront été cités par beaucoup de gens. Néanmoins, je pense que je peux me permettre de faire quelques petites mentions honorables. Juste pour appuyer quand même que je peux apprécier l'humour déjà. Il y a 2 épisodes majoritairement humoristiques qui partaient sur un concept pas mal que j'estime pas suffisamment bon pour valoir ça, mais je tenais à les appuyer. Le premier c'est Révélation, épisode 8 de la saison 2, qui est centré uniquement, tout se passe tout le temps du point de vue d'un talk show présenté par Mr. Peanut Butter, et il va recevoir évidemment Bojack Horseman. Il y a quelque chose d'intéressant puisque c'est les deux personnages qui se confrontent un petit peu autour de Diane et le fait qu'il y a eu quelques vues sur elle, Bojack. Ça, bizarrement, ne décollera pas plus loin que ça. Dans un sens, je pense que c'est un peu voulu par la série, je sais voulu par la série, de façon intéressante. Mais ouais, on joue un petit peu là-dessus dans cette émission avec pas mal de tac au tac, de dynamique de duo entre eux, et aussi avec l'invité du moment, Daniel Radcliffe.
Il me semble qu'il joue son propre rôle, il double son propre rôle, avec une chute que j'ai trouvée assez marrante. C'est un cas où c'est majoritairement bien fait dans le style recherché, l'approche qui donne un petit cachet au récit, avec pas mal de moments assez drôles. Et dans le même ordre d'idée, surprise de la saison 6, épisode 4, juste pour le cadre. Le cadre, c'est tout le monde prépare une petite fête surprise pour Mr. Peanut Butter et sa copine, qui est une jeune écervelée sans intérêt. C'est la jeune pouffe que j'ai jamais trouvé intéressante d'une quelconque façon, et elle dure genre une saison et demie. Bref, en dépit de ça, en dépit du fait que le personnage va un petit peu trop loin pour ce qu'il est, il y a ce côté dispute de couple et risque de rupture au moment où tout le monde s'apprête à faire une surprise pour eux. Et ce qui est vraiment marrant là-dedans, c'est le fait que tout le monde essaye de se cacher dans cette situation, et ça devient vaudevillesque à un niveau assez hilarant pour moi. Je pense que c'est l'épisode le plus marrant de la série. Après bon, il n'y a pas énormément de choses d'un point de vue développement personnel, mais il y en a un petit peu quand même. Il y a quelques dialogues entre Diane et BoJack, et surtout comment Diane considère Mr. Peanut Butter après leur rupture, parce que voilà, les spoilers, ils finissent par rompre. C'est intéressant ça. Je pense que j'aurais pu davantage apprécier si c'était pas centré en partie sur une jeune pouffe sans intérêt, mais au-delà de ça, c'était un épisode très marrant. Bon, il y a aussi quelques épisodes qui sont un peu touchants, un peu recherchés, que j'ai apprécié, mais pas au point de le mettre dans le top 10. Déjà, ouais, je pense que ça fera pas plaisir à certains, mais Russie de l'épisode 9 de la saison 4. Je sais que beaucoup de gens ont apprécié l'approche de cet épisode sur cette arrière petite fille du futur qui raconte les aventures de Princesse Caroline d'avant, et la petite chute de fin. Ça, c'est pas mal. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un épisode où un personnage tombe un peu au 36e dessous. Tout va mal pour ce personnage, et donc il y a ce côté... Et jouer sur ce parallèle un peu gentillet sur cette arrière petite fille du futur et la chute autour de ça, c'est intéressant. Et le souci, et c'est personnel je pense, je n'accroche pas autant que ça au problème de Princesse Caroline. Déjà, si elle avait un nom différent, peut-être que ça aiderait, j'y arrive pas. C'est Princesse Caroline, je dois dire Princesse Caroline à chaque fois, parce que c'est pas Caroline, c'est Princesse Caroline. Bref, je n'adhère pas totalement à ça, en partie parce que je n'arrive pas une seule seconde à m'identifier, je ne connais absolument rien de ce qu'elle vit dans ses problèmes, mais aussi il y a le fait que elle se met tout à dos à la fin. Elle a des problèmes, des contrariétés, qui fait qu'elle s'énerve, mais plutôt que de s'énerver, elle envoie bouler tout le monde. C'est pas juste ah, je m'énerve, je suis un greu, on verra ça demain, c'est je m'énerve, greu, casse-toi, à deux personnes importantes de sa vie tout d'un coup. Et elle va plus les voir pendant un petit moment. Hein. Et aucun des deux ne le méritait. Aucun des deux ne le méritait. Je pense que c'est voulu dans un sens, mais je trouve que s'auto-saborder à ce point tout d'un coup, ça représente pas tant que ça. C'est un truc que BoJack aurait pu faire. Mais elle, tout d'un coup comme ça, je trouve que c'est abusé, ça va trop vite. Ça va trop vite parce que c'est pas aussi cumulatif que BoJack, je trouve. C'est pour ça que c'est pas aussi mérité le drame créé dans cet épisode que d'autres. Néanmoins, le parti pris était intéressant et ça restait efficace. C'est pour ça que je tiens à le signaler, mais c'est pour ça que c'est pas dans mon top 10. Et sinon, une dernière mention honorable très rapidement, c'est la face cachée, donc Enki. J'ai apprécié majoritairement le petit commentaire sur, une fois de plus, le milieu du Star System et comment l'avis populaire peut aller à l'encontre des faits, tout simplement. On est populaire, on a ce bagou, on a ce pouvoir, on ne peut pas être attaqué. Et le message autour de ça était plutôt bien amené, surtout autour de Diane qui essaye au départ juste de raconter quelque chose rapidement et qui devient un petit peu la représentante d'un mouvement que certains ne veulent pas. C'est intéressant. Alors le petit souci que j'ai avec ça, enfin souci entre guillemets que j'ai avec ça, c'est que déjà c'est un petit peu en désaccord avec l'épisode 4 de la saison 5, BoJack féministe dont j'ai parlé, où les deux sont en contradiction pour moi.
Il y a un qui va dans un sens, l'autre qui va dans le sens complètement différent. Et alors pourquoi ceux qui ont réagi dans l'épisode 4 de la saison 5 n'ont pas réagi dans l'épisode 7 de la saison 2 en fait? J'ai pas des masses saisi ça. Le petit détail rapidement. Mais ouais, c'était pas mal. Et ça n'allait pas aussi loin dans l'exagération qu'un épisode plus tard dans la saison 6, il me semble bien, où tout d'un coup on dit ouais, les gens célèbres peuvent tuer, peuvent tuer. Ils ont le droit de tuer qui veulent, ils ne seront pas poursuivis pour ça. Là c'était pas à ce point dans l'exagération grossière pour le gag. Vous voyez, c'était intéressant et c'était plutôt bien mis en scène. Et j'ai bien apprécié, j'ai trouvé plutôt pertinent celui-là. Enfin bref, maintenant que c'est dit, et reste à voir notre top 10, il y en a pas mal de très bons là-dedans, en commençant par numéro 10, l'escapade de LA. Après tout ce qui lui est tombé dessus dans la saison 2, Bojack décide de revenir revoir son amour de jeunesse qu'il n'a plus vu et qui a refait sa vie. Et au début, il s'installe avec cette petite famille, genre je crèche un petit moment avec vous, tout va très bien. Il finira par se rapprocher de la fille, qui est plus influençable qu'elle ne laisse paraître au début et qui aura un petit peu des envies d'aller un peu plus loin que le pote rapide. Parce qu'il fait cet effet-là à beaucoup de filles, en ce cas. Assez étrangement, c'est très bizarre le fait que tout le monde veuille se le taper. Mais bon, et ouais, ça va créer un petit peu un problème et ça va être un peu la fin de cette espèce de situation un peu idyllique, apaisante qu'il a retrouvée là, puisque ça a déjà été mis un petit peu en place dans la saison 1, dans un épisode dont je parlerai d'ici peu de temps, le fait de regretter ce qui aurait pu se faire, c'est-à-dire plutôt que de suivre la voie du showbiz, tout simplement se poser, être avec la fille qu'il aime et juste avoir une vie simple, normale, dans un sens. C'est ces regrets qui sont mis en avant, avec pas mal de moments contemplatifs doux réussis. Et ouais, le drame, le cassage de fin est un dur rappel à la réalité et le fait qu'il a tendance à foutre en l'air ce dans quoi il s'immisce. Et on jouera de façon un peu poussée là-dessus par la suite, ce qui est assez fort, je trouve. C'est un épisode assez bon pour lancer la fin de cette saison 2 et appuyer les regrets du personnage. Numéro 9, comme un poisson hors de l'eau. Le seul épisode, je trouve, à avoir su jouer sur votre univers humain-animaux. Parce que parmi les créatures animales, il y a des poissons en tout genre, certains qui marchent sur Terre normalement, mais ils viennent d'une ville qui est sous l'eau, où évidemment on ne respire pas, donc il faut être un petit peu équipé pour s'y rendre, et donc il y a de la promo, il y a, il y a des installations, etc. C'est une ville de ça sous l'eau, et il y a Bojack qui s'y rend pour la promo de son film, et qui va un petit peu se retrouver perdu dans ce monde sous-marin où il ne peut pas s'exprimer, où il va être pris dans une aventure sans s'en rendre compte, en devant sauver un petit bébé hippocampe qui a été laissé par son père dans un bus. Et ouais, c'est ce moment où il voit la simplicité des choses en faisant ce bout de chemin avec lui, et le regret à la fin de devoir le laisser partir en se disant là, il a accompli sa bonne action, et après c'est terminé, il peut repartir sur ses regrets. Il y a aussi évidemment ses regrets par rapport à la réalisatrice de la saison 2 qu'il a un peu trahi et qu'il va retrahir au passage par la suite. C'était un moment assez fort ça aussi. C'était plutôt bien fait. Le seul petit souci que j'ai avec ça, c'est le fait que il y a cette chute de fin sur le fait qu'il pouvait parler depuis tout ce temps. Et ça lui aurait sauvé bien des tracas, mais on n'a jamais pensé à l'avertir là-dessus. C'est très bizarre. Mais ça apporte un cachet à l'épisode une fois de plus qui est très majoritairement muet. On parle juste un tout petit peu au début, un tout petit peu à la fin, et c'est muet tout du long. C'est très similaire à l'épisode Un silence de mort de Buffy contre les vampires à ce niveau-là. On crée une situation où le personnage ne parle pas. C'est juste une façon de s'exprimer différente et comment on s'exprime lorsqu'on ne peut pas s'exprimer directement. Il y a beaucoup de cas comme ça qui sont bien rendus avec la détresse du personnage dans ce monde qui ne lui correspond pas.
C'est très bien fichu, un épisode très réussi, qui fait partie des préférés de beaucoup, et moi aussi. Numéro 8, le télescope. Le 8e épisode de la saison 1, ça se goupille bien. Et ouais, j'avais parlé rapidement de l'épisode 2 de la saison 1, qui m'a donné plus d'espoir que l'épisode 1, en disant que ça pouvait aller un peu plus loin dans les messages à faire passer, en sachant nuancer de façon intéressante. Mais je pense que c'est vraiment à partir de cet épisode 8 que j'ai commencé à voir le potentiel dramatique, émotionnel fort de cette série. Parce que, bon, ça a déjà été un petit peu appuyé avant avec BoJack Horseman et ses ratés dans les épisodes 1 à 7 un peu, mais c'est vraiment cet épisode-là où on appuie le passé de BoJack, comment il a été repéré par ce gars qui s'appelle Herb, celui qui l'a produit pour la première fois, celui avec qui il s'est lancé dans le show business, et comment il regrette un petit peu de l'avoir laissé tomber. Parce qu'à l'époque de la création de la série, dans des temps un peu reculés, dirait-on, l'homosexualité n'était pas superbement bien vue, et comme Herb s'est avéré être homosexuel, il a été un petit peu renié par la profession, et BoJack ne l'a pas suivi. Et on va jouer sur ses regrets et le fait que BoJack, en allant le revoir, essaye un petit peu de renouer quelque chose, mais dans un sens, c'est un peu lui qui veut rassurer. Et Herb, en dépit du fait d'être un peu ouvert à lui au début de façon un peu légère, verra que ce besoin d'être pardonné, c'est plus quelque chose de personnel, un désir plus narcissique que empathique, et il lui en veut beaucoup alors qu'il est cancéreux et sur la fin de sa vie, de ne venir que maintenant juste pour avoir cette espèce d'absolution de sa part. Et ouais, c'est un moment très fort parce que dans énormément de cas, on aurait eu la fin où il le pardonnerait, il se sentirait un petit peu mieux et ça partirait sur quelque chose de plus positif. Mais à la fin, non, c'est une dispute très grave. Et ça aidera à appuyer de façon bien poussée qu'il se sent très mal, notre personnage, de ce qu'il a fait, des saloperies qu'il a faites, qui le hantent et dont il n'arrive pas à se dépaître. Je pense que c'est le premier épisode à avoir pointé du doigt ce mal-être intérieur du personnage et comment il en est responsable à un degré assez important. Et ça ne se cache pas, ça n'essaye pas d'édulcorer un tant soit peu quelque chose, c'était très puissant ça. C'est là que cette série m'a donné l'impression qu'elle voulait aller très loin. Et c'est pour ça que cet épisode mérite d'être classé parmi les meilleurs pour moi. Numéro 7, série en péril, l'avant-dernier épisode de la saison 5, et comment ça va un peu foutre en l'air la carrière prometteuse qui s'instaurait pour BoJack et sa partenaire de série avec qui il a fini par coucher, parce que voilà, bien entendu, il y a toujours des relations, tout le monde veut coucher avec lui, hein, tout le temps. Néanmoins, il est dans cette phase de doute et de crainte que les gens sont contre lui. Et il va développer une parano assez puissante. Ça va être le premier épisode que je vais un peu pointer comme étant très recherché artistiquement dans sa mise en scène. Il y a beaucoup d'épisodes, il y a pas mal d'épisodes comme ça dont je parlerai par la suite. Et vraiment, il est un peu pris dans cette espèce de mélange drogue-alcool, si je ne m'abuse, je ne dire plus par cœur de tous les détails. Et il va s'imaginer des tonnes de scénarios, mélanger la vraie vie avec le scénario de la série, ne plus savoir où il en est. Est-ce que je suis ici? Est-ce que je suis là? Il va y avoir beaucoup de moments de transition assez psychédéliques forts qui appuieront le fait qu'il se sent mal dans sa tête et comment le showbiz le porte encore, le tient trop. Et rien que ça, c'est assez puissant. Et le final, où au bout du compte, on finit par voir ce qui se passe du point de vue de la réalité totale, alors que lui, il est complètement perdu, il sait plus ce qui est réel ou pas. Ce final, il vous glace le sang. Hein. Ah, et ça laisse un sale sentiment dans le cou, tu te dis. Mais rien que dans la mise en scène, c'est très fort, mais ça appuie une fois de plus l'évolution en dents de scie du personnage. À la fin de la saison 4, il partait sur une impression plus positive, mais dans cette saison 5, c'est reparti pour le négatif. Et là, c'est une nouvelle chute vers la dépression, vers l'autodestruction et la destruction des autres aussi, parce qu'il y a toujours ça qui vient avec l'autodestruction du personnage, s'impacte sur ceux qui sont autour de lui, et c'est le tour de sa collègue de série
Et ouais, c'est particulièrement impactant, surtout quand on verra la suite. Et comme j'ai dit, l'épisode de fin aurait pu être fort lui aussi si ça se terminait pas sur la connerie du PDG sextoy. C'est une débilité profonde, je suis désolé. C'est n'importe quoi. C'est drôle, je vous emmerde quoi. Si vous voulez mettre en place un univers qui a un certain sérieux dont je suis censé en avoir quelque chose à foutre, évitez ce genre de délire débile, s'il vous plaît. Bref, numéro 6, connard de merde. C'est le titre de l'épisode et ça colle bien au ton. C'est notre protagoniste qui accueille sa mère chez lui, sa mère qui est un petit peu zinzin, qui commence vraiment à souffrir d'un Alzheimer très prononcé. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme maladie, mais voilà, elle commence à être assez démente. Et donc, avec tout le passif assez dingue qui s'est pris à cause de sa mère et le fait qu'il accueille également sa possible fille chez lui, il y a cette espèce de rencontre un peu bizarre des générations qui ne se fait pas sans heurte. Parce que évidemment que Holly, c'est ça, il faut que je me rappelle du nom de cette fille, je la trouve pas très intéressante en termes de personnage pur, c'est plutôt par rapport à sa relation avec Bojack qu'elle est intéressante, sinon je m'en fous un petit peu, je vous cache pas, désolé. Mais il y a vraiment ce clash des générations et comment il essaye de s'imbriquer là-dedans avec évidemment ce ressenti très fort envers sa mère et le fait de vouloir être un modèle pas trop nul pour sa possible fille. Mais ce qui est surtout impactant là-dedans, c'est comment dans sa tête il se diminue avec vraiment cette façon de se traiter lui-même de la pire des merdes. Voilà, le titre est bien choisi et le fait de se dire t'es qu'une sale merde de pas faire ci, de pas faire ça, tu vas encore tout foirer, tu n'auras pas le courage de faire ci, de faire ça. Chaque fois que tu prends une décision, la décision de la paresse, t'es une merde à chaque fois. Il y a quelque chose de tellement véridique là-dedans, dans ce sentiment qu'on vaut rien et qu'on ne mérite pas grand-chose parce qu'on ne fait pas d'efforts, parce que c'est compliqué. Et plutôt que de se sortir les doigts du cul, on s'insulte soi-même en ayant conscience qu'on ne vaut pas grand-chose. C'est un peu cette impression que ça renvoie et ça parle tellement en fait. Je pense que pas mal de gens qui ont vécu la dépression à certains degrés connaissent un petit peu ce sentiment de cette voix dans sa tête qui se juge, qui est la plus horrible des juges. Comment on l'illustre avec la violence des mots et des images à plusieurs moments, c'est assez édifiant, ça impacte beaucoup. Numéro 5, une fin déprimante, qui n'est pas la fin de la série ou de la saison 1, c'est l'avant-dernier épisode. C'est très bizarre comme titre quand on s'y penche. Mais ça repose surtout sur Bojack, qui après avoir pris connaissance du contenu du livre de Diane, n'accepte pas qu'elle le publie parce que ça le rabaisse trop et il a ce système de défense de dire non, je ne peux pas accepter d'être dépeint sous un jour aussi petit auprès des gens. Et il va faire sa petite crise en invitant Sarah Lynn, notamment son ex-star de série, pour se faire une petite séance drogue et inspiration qui ne va pas très loin, en tout cas en termes de créativité de leur part, mais en termes de créativité au niveau de l'épisode, il y a beaucoup de côté space, je perds un petit peu le fil de ce qui arrive, je m'embrouille autour de la réalité et fantasy, c'est très créatif. C'est la première fois, et c'est pas la seule, que la série aura montré vraiment ses talents créatifs pour vous faire ressentir une ambiance toute particulière de la psychologie des personnages qui sont plus à leur état mental normal, on va dire. Et il y a d'autres cas où ce sera aussi très bien rendu, comme ne serait-ce dans l'épisode 11 de la saison 7, qui refait un peu la même chose. Là, c'est la première fois que ça a été fait de façon aussi importante, et c'est très puissant. Très puissant. Mais bon, ce qui élève cet épisode, c'est surtout la fin. Où après avoir fait son espèce
de soirées drogue, de gros délires, on fait n'importe quoi en essayant de décrire soi-même quelque chose, bien entendu ça va nulle part. Et il finit par retomber de tout ça, par reprendre son humilité et aller voir Diane en se disant, est-ce que cette femme qui m'a un peu percé à jour voit de l'espoir en moi? Est-ce que je suis une cause perdue totale ou est-ce que j'ai une chance de valoir quelque chose en fait? Et ce besoin de confirmation, de reconnaissance de sa part qu'il a eu en petit délire psychédélique mais qu'il veut avoir maintenant auprès de la vraie Diane, c'est ultra poignant. Cette fin d'épisode est ultra poignante. C'est la première fois que la série m'a fait chialer à ce moment-là. C'est pas la seule, il y a des fois où j'aurais chialé encore plus que là, mais c'est la première fois que j'ai chialé dans cette série. Parce que ce moment était particulièrement pesant et il nous faisait vraiment rentrer dans la peau du personnage qui se sent super mal et qui a vraiment besoin de quelqu'un qui lui confirme qu'il peut avoir une valeur. Et ça, c'est énorme. Je le redis, c'est l'épisode 8, 3 épisodes avant, qui m'a fait dire cette série essaye d'aller loin. C'est cet épisode 11 qui m'a confirmé que cette série pouvait aller très très loin. Numéro 4, ex aequo, la vieille baraque de Sugarman et la flèche du temps. Pourquoi je les compte ex aequo de là? Puisque c'est très complémentaire. Dans le sens où on se penche vraiment en détail sur le passé de la mère de BoJack. Il y a droit à 2 épisodes centrés sur son histoire, c'est quand même pas rien. Et comment tout ce qu'elle a vécu l'aura affecté et l'aura amené à être cette mère un peu merdique qu'elle a été dans la vie de BoJack. Et c'est assez fort puisque ça se centre, le premier épisode, enfin l'épisode 2 de la saison 4, après l'épisode 1 de la saison 4 qui était pas fameux du tout, si vous vous rappelez mon flop 5 en ce qui me concerne. En tout cas, on a vraiment ce côté plus terre à terre où c'est juste BoJack qui essaye de se poser un petit peu à l'abri de tout le bruit et qui se retrouve dans cette vieille maison de sa famille où sa famille a vécu il y a longtemps. Ce qui permet de faire une réminiscence auprès du spectateur, parce qu'évidemment il ne sait pas ce qu'il en est, évidemment, mais le spectateur se fait une réminiscence de cette baraque pour savoir ce qu'il en était des parents de la mère de BoJack et comment ils ont mal pris le fait que son grand frère est mort lors de la guerre et comment son père, qui était plus du genre gardons les apparences, ne nous laissons pas emporter, a su imbriquer sa mère dans cet état d'esprit-là de façon assez glauque, ultra glauque. Et comment donc ça a influencé cette femme, Béatrice. Donc la mère de BoJack, Béatrice. Et l'épisode 11, donc l'avant-dernier épisode de la saison 4, c'était un peu le suivi de ça, alors qu'elle a fait quelque chose d'assez impardonnable envers Oli, une fois de plus, je suis presque sûr que c'est Oli. J'ai pas envie de chercher, merde. Bref, la possible fille de BoJack, elle, maintenant on sait que c'est plus la possible fille de BoJack dans cet épisode au passage, elle se remémore un petit peu ce qui l'a amené à se retrouver avec cet homme, à avoir cet enfant et à gérer un petit peu les escapades de son mari. Et c'est assez joli et très triste de voir au début qu'elle n'est pas très intéressée par ce côté haute société qui essaye de mettre quelqu'un de UP avec quelqu'un de UP. Mais elle finira par être prise là-dedans par cette possibilité, de voir que cette personne avec qui on la mague a une possibilité de valoir quelque chose, pour qu'au bout du compte, c'est même pas la peine, puisque elle a déjà été mise en cloque par le premier gars, cette espèce de désir du moment, et avec qui elle finira par se bloquer, quoi qu'il arrive, même si c'est pas de son goût totalement. Et à partir de là, c'est assez touchant de voir, lorsqu'on met ces 2 épisodes bout à bout, le parcours de ce personnage. Même si c'est une sale garce, parce que vraiment, quand on voit comment elle se comporte, ce qu'elle fait, c'est majoritairement une sale garce. Et
Ce qu'elle a vécu ne justifie pas totalement ça, mais ça l'explique un peu mieux. Ça explique un peu mieux d'où ça vient. Et on se met à comprendre davantage le personnage et à être pris dans le drame qui la touche en dépit des saletés qu'elle a faites. Sachant que, d'un point de vue purement strict, je pense que son mari, le père de BoJack, était le pire. Si on devait faire un rapport hiérarchique de connardise dans la famille. Mais voilà, c'était très fort d'allouer 2 épisodes presque entiers à ce passé-là, à ce personnage-là. C'est pas forcément quelque chose d'évident à faire. Et on réalise ça à du drame pas mal. Le premier épisode, c'est BoJack qui se pose en essayant de se couper du bruit du monde. Et épisode 11, c'est BoJack qui finit par l'interner, par la mettre dans une petite maison de retraite pour se débarrasser d'elle alors qu'il l'avait hébergée pendant tout ce temps, après ce qu'elle a fait. Et la dernière scène est particulièrement touchante, puisque la première chose qu'il voulait lui dire, au moment où elle se souviendrait clairement de lui, c'est « va te faire foutre ». Après tout ce que tu m'as fait, va te faire foutre. Puis il te dira, tu te souviens de moi? Eh bien tiens, va te faire foutre. C'est cette espèce de revanche un peu mesquine qu'il a envers elle après ce qu'elle lui a fait subir, mais c'est pas ce qu'il dit. C'est clairement pas ce qu'il fait. Il essaye de la réconforter en inventant un petit mensonge, en disant, rassure-toi, tout va bien se passer. En dépit de ce qu'elle a fait, il a tout de même un tout petit peu d'attache qui reste. Et ouais, cette dernière scène est aussi très touchante, ça m'a attiré une larme également, hein. C'était très beau et j'ai beaucoup aimé ces 2 épisodes, ils se complètent très bien et ils méritent d'être ex aequo à cette place. Numéro 3, la vue au dernier clignement. Une image un petit peu mieux faite en VO sur ce qu'on ressent, les regrets qu'on ressent à 2 doigts d'y passer, tout simplement. Et en faisant le parallèle est évident avec l'histoire de l'idole de BoJack qui a mis fin à ses jours, à travers cette espèce de dernier délire mental que se fait BoJack dans sa tête avant de trépasser, il semble-t-il. Beaucoup de semble-t-il. Je vous cache pas, mais tant qu'à parler de ça, c'est l'avant-dernier épisode de cette série, de la saison 6, donc de la série tout court, et ça a toutes les allures d'un épisode final. Et je pense que ça aurait peut-être été mieux. Mais dans un sens qui est à en parler, je pense que le message de l'épisode final, l'épisode épilogue où il survit et il poursuit sa vie après un certain temps, ça a pour but d'appuyer que les choses évoluent de façon un peu cyclique et qu'il n'y a pas de happy end tonitruante pour nos personnages, juste une sorte de calme en fait, d'acceptation d'être posé sur quelque chose. Et c'est le cas pour tous les personnages qui, dans ce dernier épisode, disent un petit peu au revoir à BoJack, en disant que on s'est cassé, on a notre vie, on est content de te revoir, mais on va plus rien faire avec toi, hein. C'est plus ou moins ça. Tu vas poursuivre ta carrière, tu vas continuer tes trucs. De notre côté, on s'est posé. C'est pas la ultra happy end, mais c'est calme, c'est carré. Et dans un sens, c'est suffisamment satisfaisant. Néanmoins, je dois avouer que si je devais choisir une fin plus impactante, c'est clairement celle-là. Celle où, à la fin de cet épisode, lorsque l'on entend ces battements de cœur s'étouffer, eh bien, c'est la fin de sa vie. Il a terminé et ce qu'il laissera derrière, ça reste un mystère. C'est plus fort dans l'absolu, mais ça va un peu à l'encontre du message global sur le Star System et comment on combat la dépression. Si on avait terminé sur une note aussi tonitruante, si j'ose dire, ça n'aurait pas rendu justice aux intentions de base, j'imagine. Je voulais faire cette parenthèse. Bref, cet épisode-là, l'avant-dernier épisode de la série, est excellent dans le sens où c'est vraiment une réminiscence globale de notre héros, des personnes qui ont jalonné sa vie et qui sont mortes avant lui, de façon pour la plupart injuste.
et comment il les perçoit alors qu'ils lui disent au revoir petit à petit dans cette mise en scène assez simple et à la fois puissante visuellement au fur et à mesure que les choses commencent à s'effondrer et qu'il perd de plus en plus conscience en ayant espéré à la toute fin joindre Diane, celle qui compte le plus pour lui à un certain degré. Et il y a énormément de mise en scène énormes, de rappels assez puissants sur les différentes morts, parce que voilà, c'est vraiment tous ces morts qui interagissent avec lui et comment ces gens l'ont influencé, l'ont marqué, et le fait qu'il leur dise au revoir une deuxième fois à partir de là, à travers quelque chose de pas très positif, parce que voilà, il a cette réunion avec eux, histoire de dire qu'il représente quelque chose, mais c'est pas ah, tu vas nous rejoindre dans l'au-delà, on est content. Non, dans sa tête, en tout cas, comment elle s'imagine, il n'y a rien. Il y a même son ami de toujours, le dernier à partir, Herb, qui lui dit il n'y a rien, c'est la fin après ça. C'est. Ça fout un peu les jetons. Et il y a vraiment de la mise en scène excellente de cet effondrement, de ces différentes personnes qui partent les unes à la suite des autres dans cette espèce de constat de ce qu'il a laissé derrière lui, des morts qu'il a laissé derrière lui et qu'il s'apprête à rejoindre, mais pas tant que ça vu qu'il y a un épisode final après coup. Et ça reste ultra puissant, ça m'a également touché au point de pleurer un petit peu, ça. Et c'était une dernière note dramatique particulièrement saisissante pour achever le personnage et le fait qu'il soit tombé au fond du trou. Parce que dans cette saison 6, cette saison 6, ça regroupe un petit peu le cycle de BoJack Horseman, si j'ose dire. Dans la saison 1, c'est une descente. La saison 2, c'est une remontée. La saison 3, c'est de nouveau une descente. La saison 4, c'est une remontée. La saison 5, c'est une descente. Et la saison 6, c'est une remontée, puis une descente. C'est plus ou moins ça. Si je devais résumer plus ou moins le parcours du personnage, c'est encore plus en dandy que ça, mais c'est plus ou moins ça, le parcours du personnage. Ça fait un peu les deux, c'est pour ça que c'est plus long que les autres saisons, ça veut en donner plus. Et ouais, après la descente qu'il a eu dans les derniers épisodes, ce moment de fin où il est laissé seul, il s'imagine qu'il pourrait avoir une dernière conversation avec Diane, c'est quelqu'un qui a fait tellement d'erreurs dans sa vie, c'est difficile d'avoir de la peine sincère pour le personnage, mais en même temps, étant donné qu'on s'est centré tellement sur lui, c'est difficile non plus de ne pas être un peu touché par ce qu'il traverse et comment on nous le met en scène. C'est très intéressant ça, et c'est le cas pour les épisodes suivants aussi, ça s'est illustré avec tellement de force, cette instabilité mentale, c'est ce problème émotionnel qu'il touche et comment il essaye de faire passer ça. Et même si c'est un peu un connard sur beaucoup de bords, il y a ce côté sympathique qui en ressort et un peu rattachable qui est très puissant. Et je pense que dans cette mise en scène de sa fin, qui aurait dû être sa fin à un certain degré, je pense que ça aurait été plus puissant, il y a presque le pic. Mais presque, puisqu'il y a 2 épisodes qui sont encore plus forts que ça pour moi. Numéro 2, faut pas déconner mec! Épisode centré sur BoJack et Sarline. Après le fiasco de la promotion de son film. Il croit que ça va être super, il va être nominé aux Oscars, mais en fait non. Dans une mise en scène un peu grossière dans l'épisode précédent, mais bon, c'est pas le plus grave par rapport à d'autres trucs qu'on a fait. Et il va avoir donc cette grosse phase de je fous tout en l'air. J'en ai plus rien à foutre et je vais revenir à Sarline pour me taper une petite dose et rentrer dans un état d'ébriété sous drogue assez avancé. C'est-à-dire qu'il se passe genre des mois où ils sont complètement largués, le temps saute d'un camp à l'autre, il fait plus gaffe à rien, et il se passe genre 1 mois et demi. Et donc ouais, il y a cette perte du temps qui a lieu durant cette période-là, où il essaye
tant bien que mal de faire le point sur ses regrets une fois de plus, parce que c'est toujours ça, ses regrets, on en revient toujours à ça, et comment il pourrait faire quelque chose par rapport à ça, et c'est tellement maladroit parce qu'ils sont complètement défoncés et ils font n'importe quoi. Et c'est à la fois un peu drôle, mais surtout assez pathétique à voir de façon touchante ces deux-là qui font un peu n'importe quoi en essayant de ne pas se mettre en tête ce qui les déprime. Mais bon, la partie particulièrement impactante et marquante de cet épisode, c'est clairement la fin, où on prend le temps de vraiment se pencher sur Sarah Lynn et ses sentiments. Sarah Lynn, dans les quelques épisodes où on l'a vu avant, c'était celle qui suivait BoJack Horseman et qui a été influencée par ses mots lorsqu'elle était toute jeune, parce qu'elle était vraiment une petite fille quand elle est entrée dans le monde du showbiz, et comment le showbiz l'a changé. Et quand on a appuyé ça à quelques reprises, je dois vous avouer, c'était pas le plus extraordinaire qui soit. C'était pas mal, et ça avait quelques moments qui marchaient bien, mais c'était pas non plus le plus extraordinaire. D'autant plus que il y avait, surtout dans le premier épisode, on la voit, l'épisode 3, cette façon très détachée, un peu trop légère de jouer sur le fait qu'elle est accro à la drogue et qu'elle est prête à coucher avec BoJack, parce que pourquoi pas. Ça, cette partie-là, j'ai eu une fois de plus BoJack couché avec à peu près tout le monde, ce truc. À part Diane, il n'y a qu'avec Diane qu'il n'a pas couché, très bizarrement. Ce côté-là était un peu trop léger et vous l'avez un tout petit peu mieux géré par la suite, mais c'est vraiment dans cet épisode que Sarah Lynn devient super touchante. Dans l'avant-dernière scène, elle a ce côté très je n'aime pas ce que je suis. Je porte ces vêtements parce qu'on me dit de les porter. Je suis cette espèce d'image qu'on a créée de moi-même et ça me mine à un niveau. Et BoJack, qui durant tout l'épisode n'a pensé qu'à ses problèmes, parce qu'elle n'a fait que suivre dans cette espèce de pseudo-résolution de ses problèmes, qu'il n'a pas fait évidemment, elle finit par se confier à lui dans ce moment où elle se dit « Ah, j'ai reçu un Oscar d'une chanson pour un film. Ça veut rien dire pour moi dans un sens. Je me rends juste compte de ma vie qui ne me satisfait pas du tout. » Et pour la consoler, ils se rendent dans un planétarium, parce qu'elle voulait voir un planétarium depuis le début. Et oui, ceux qui savent ce qui se passe à la fin... Alors au début tu le sais pas, donc ça te prend par surprise, mais quand tu te revois l'épisode, difficile de pas chialer à l'avance. Hein. Donc ouais, très très bon épisode qui continue d'appuyer les regrets de BoJack et comment il est destructeur dans sa façon de les supporter, mais aussi comment il va influer sur la vie d'une autre personne, parce que s'il n'avait pas été là, Sarah Lynn ne l'aurait pas suivi. Elle aurait continué sa désintox pendant un petit moment, et peut-être que ça aurait marché sur le long terme. Dans un sens, c'est lui qui a foutu sa vie en l'air, hein, à un certain degré, même s'il ne le voulait pas, quand on s'y penche. Et surtout quand on voit les détails rajoutés lors d'un épisode de la saison 6, beaucoup de gens ont de problèmes avec ça, et je peux le comprendre, hein, je peux très bien le comprendre. Ce moment où on finit par se pencher plus sérieusement, plus sincèrement sur elle, et sa fin très, très froide qu'il y a. C'est difficile de ne pas être pris émotionnellement là-dedans. Hein. Mais le numéro 1 pour moi, c'est le churro gratuit. Un classique pour ceux qui ont suivi la série, c'est le moment des funérailles de la mère de BoJack. Après qu'il l'a laissée dans une maison de retraite, elle était en pleine démence, elle n'avait plus beaucoup de temps à vivre, et bien maintenant elle est morte. Et tout l'épisode, à part l'intro, ce sera juste BoJack qui sera devant ce cercueil et qui fera son éloge funèbre, entre guillemets. Ce sera une excuse pour dire que la mort de sa mère, ce n'est qu'une accumulation en plus du fait que sa vie va mal et que rien ne s'arrange pour lui. Et il revient un petit peu sur
ce qu'il avait accompli, les bons points, pour dire qu'au bout du compte, ces grandes choses qu'il a accomplies ne lui ont pas donné un bonheur particulier sur le long terme, juste sur le court terme, et toutes les saloperies qu'il a vécues à cause d'elle, de sa famille, du système, et les saletés qu'il a faites, le mine, et le fait de savoir que sa mère est morte, même s'il avait beaucoup de mal avec lui, ça ne fait que rajouter à cette pile. Et il fait ça avec beaucoup de parallèles. Et je le redis, 20 minutes d'épisode, ce n'est que ça. Un long monologue de BoJack Horseman, de l'acteur qui fait BoJack Horseman, qui parle donc de sa mère, comment ça l'affecte, et se parler avec ce sureau gratuit sur lequel il revient régulièrement, ce petit geste à la con qui signifie beaucoup et à la fois rien pour lui. C'est, je trouve, ultra brillant en termes de texte. Il y a beaucoup d'épisodes qui font de la mise en scène visuelle sur la psychologie du personnage et ce côté psychédélique justement de ce qu'il prend, parce que voilà, il se drogue et donc il voit des tonnes de trucs, il est en train de rêver, il se croit partir dans la mort, ce genre de choses. Il y a beaucoup de recherches très intéressantes du point de vue créatif dans beaucoup d'épisodes. Là, ce n'est pas l'épisode qui va jouer sur sa créativité visuelle, c'est juste sur son texte. Un long monologue de 20 minutes de l'acteur, et vraiment, hein, il y a quelques blancs, mais c'est globalement lui qui parlera tout le temps, juste pour appuyer ses sentiments, et il n'y a aucune fausse note, aucun anicroche, c'est clair, limpide, et ça parle de presque tout ce dont il a envie de parler au travers de cet enterrement-là et de ce discours. Et c'est juste brillant, c'est un travail d'écriture brillant. Il y a des cas où le travail d'écriture était brillant, mais ça reposait en partie sur la mise en scène visuelle, c'est juste le texte. Le texte seul, c'est un travail d'orfèvre pour moi, ça. Au début, moi je pensais que ça allait être quelques minutes, puis on va aller voir le contre-coup de comment il s'en tirait avec les personnes proches de lui qui diraient quelque chose et comment il prendrait ça. Non, non, c'est juste ce discours tout du long. Et comme je dis, il y a une intro où on le voit jeune, en train d'être ramassé par son père en retard à l'école, et son père qui est doublé par lui. Donc c'est seulement un acteur, il n'y a personne d'autre qui fait du doublage dans cet épisode. Ça rajoute un petit peu au contexte, et ça joue un peu sur le cachet, étant donné qu'il n'y a que l'acteur qui le double. C'est super fort. Ce genre d'approche artistique particulière qui change totalement de la normale, c'est pas quelque chose à faire tout le temps, c'est sûr, mais quand ça arrive et qu'on sait taper juste, c'est marquant à un niveau extraordinaire. Et là, vous avez fait quelque chose d'ultra puissant. D'un côté, vous avez l'épisode qui se passe sous la mer où ça ne joue quasiment jamais sur le dialogue, à part au tout début et à la toute fin. Là, ça ne joue que sur le dialogue. C'est le dialogue qui porte tout. Et le dialogue, plutôt le monologue. Et ça, réussir ça, rendre la chose aussi impactante avec le talent d'acteur et le niveau du texte, ça demande un talent énorme que vous avez. Même si les numéros 2 et 3 de la liste sont pas passés loin, vraiment. Hein. Le top 3, il est super serré parce que les 3 épisodes sont géniaux, ce sont parmi le plus extraordinaire que j'ai jamais vu dans une série en soi. Je pense que l'approche textuelle a encore plus de valeur parce que c'est la base même de l'émotion, le texte et comment on le joue. Il n'y a pas d'artifice, très peu d'artifice dans cet épisode. Et quand il y a très peu d'artifice, s'il y a le moindre raté, il n'y aura rien pour faire diversion. Tu seras face à ce raté. Et donc, c'est un énorme risque à prendre. Il faut être ultra carré et savoir vraiment faire passer les émotions vues de façon très juste. Et l'exercice est énorme et c'est pour ça que je tiens à le saluer. C'est pour ça que c'est l'épisode qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus plu de cette série. Je vous remercie d'avoir suivi, je vous conseille vivement cette série si vous ne l'avez pas vue, mais bon, j'espère vraiment que vous n'avez pas suivi ma liste pour la découvrir. C'est bien de découvrir la série par soi-même et d'être surpris par
la plupart des choses qui vous surprennent, les différents développements sont très intéressants à découvrir pour la première fois sans être spoilé. Je vous jure, ça aide énormément à apprécier davantage la série. Donc, je vous conseille de la voir et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez suivi et aimé la série, n'hésitez pas à poser votre liste d'épisodes, vous aussi, je serais très curieux de savoir ce qui vous a plu également. Merci d'avoir suivi, à bientôt, bye!